Quelle est la différence entre un préparationniste et un survivaliste et un bushcraft? Beaucoup de personnes me demandent la différence entre ces trois groupes et dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Moi-même, je suis préparationniste depuis l'été 2014, comme je l'explique dans mon manuel de préparationnisme que vous voyez ici, suite à un rêve prémonitoire qu'il y aurait une possible guerre en fin de l'été 2016. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé en Allemagne lorsque Angela Merkel informait sa population d'avoir des vivres et de l'eau durant 10 jours. A continuation, je vous explique les trois différences. On commence. L'origine des preppers, ou préparationnistes en français, et des survivalistes provient des États-Unis durant les années 60, lors des risques d'échange de bombes nucléaires avec l'Union soviétique. Les préparationnistes ou preppers sont conscients des failles qui peuvent surgir des situations d'urgence ou de cas exceptionnels que l'on ne s'attend pas, comme par exemple la coupure prolongée d'eau ou d'électricité, des difficultés d'approvisionnement de certaines ressources, comme par exemple le carburant, l'eau, la nourriture, l'électricité, le blocage prolongé dans une voiture ou un bâtiment pendant une tempête, un ouragan ou une inondation, des désordres civils, des révoltes, des grèves, des guerres par exemple, et aussi des désastres naturels comme tremblements de terre, inondations, un volcan qui explose, glissement de terrain et avalanche. Il faut savoir que nous vivons dans une société en flux tendu et les supermarchés ont seulement que 2 jours de stock en cas de problème de grève. Révolte ou de blocus d'une raffinerie sans essence, l'activité économique s'arrête et vous posez la question du comment vous allez vous nourrir. Donc j'ai réalisé dans ces situations que le stress monte et on a besoin d'acheter ce qui nous manque. Mais aussi le stress nous fait commettre des erreurs dans les achats qui ne sont pas prioritaires. C'est pourquoi il faut agir avec sang-froid et être préparé. Tous, dans notre vie, on a connu ce stress lors du confinement et on va le vivre de plus en plus comme le vivent les gens au Liban, au Venezuela, à Cuba, qui manquent de tout. On voit la quasi-panique de nos concitoyens dès que les dépôts d'essence menacent d'être bloqués et la ruée vers les pompes qui s'ensuit accentuant, voire créant la pénurie. Ce qui est vrai pour l'essence, c'est vrai aussi pour le reste. Les magasins ne disposent que de très peu de stock et il faut stocker chez soi, car les prix vont augmenter et il faut mettre de l'argent de côté si c'est possible. L'objectif est de couvrir dans la pyramide de Maslow les 2 premiers niveaux de base que sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire respirer, manger, boire, faire ses besoins par exemple. Et aussi vous avez les besoins de sécurité, d'avoir un toit, des médicaments, avoir froid en été et avoir chaud en hiver. Donc dans une autre vidéo, je parlerai de ce concept qu'il faut retenir. Le besoin est de stocker un maximum chez soi, mais cela n'est pas suffisant. Il faut ensuite passer à l'étape suivante pour avoir une autonomie. Ma stratégie est de programmer les achats en fonction des rentrées d'argent en achetant en promotion des formats familiaux ou des gros packs ou acheter en groupe chez les grossistes alimentaires des produits qui se conservent longtemps. Donc dans mon manuel de préparationniste que vous voyez ici, que vous pouvez acheter, je vous explique dans le chapitre 5 comment stocker sa nourriture pendant plusieurs années. Donc cette préparation aux imprévus peut prendre de nombreuses formes, donc disposer d'un sac d'urgence dans sa voiture avec du matériel de première nécessité, ça peut être des trousses de soins, un peu d'eau, de nourriture et une couverture. Vous pouvez également récupérer de l'eau de pluie pour l'arrosage de son jardin ou la filtrer en vue de la boire ou pour la douche ou pour les toilettes. Vous pouvez également disposer de panneaux solaires à son domicile pour avoir de l'électricité et la lumière. Mettre en place des équipes de coopération avec ses voisins pour s'entraider. Vous pouvez également disposer de matériel utilisable en cas d'urgence. Par exemple, matériel d'incendie si vous êtes dans un village et les pompiers sont trop loin par exemple. Vous pouvez également stocker de la nourriture, donc c'est la première étape. Et ensuite, il faut passer au stade de l'autonomie pour produire sa nourriture avec son potager pour avoir ses légumes et différents arbres fruitiers pour déshydrater et faire ses conserves. Donc si vous avez la surface, c'est bien d'avoir un poulailler pour avoir des œufs frais à disposition ou élever des lapins, des cailles pour avoir votre propre viande.
En 2017, l'endroit où j'habite on a connu une tempête de neige et il y a eu une coupure générale d'électricité qui fit que l'on ne pouvait pas se chauffer à l'électricité. Mes propres amis rigolaient de moi pendant des années et moi j'ai testé une méthode de chauffage avec des bougies en pot de fleurs qui ne m'a pas convaincu. Donc ils pensaient à moi en me disant que cet idiot, il a du chauffage et pas nous. Donc moi je me suis rendu compte avec cette expérience qu'avec les préparatifs que j'avais fait en 3 ans, j'étais pas encore prêt à ce point-là. Donc je pensais à mon cousin qui s'était acheté auparavant un poêle à pellets et je me suis dit mais quelle chance il a. Et ensuite, en parlant avec lui, j'ai découvert que ces chauffages à pellets nécessitent de l'électricité pour fonctionner. Et nos fabricants sont vraiment des gros nuls, car ils n'ont pas pensé à cette option d'autonomie sans électricité, ou bien avec un panneau solaire couplé avec une batterie de voiture. Se chauffer à pellets et il faut de l'électricité, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est la même idée stupide lorsqu'on découvrit que l'on pouvait faire avec du maïs de l'essence pour faire rouler nos voitures. Donc ensuite, on va passer à l'étape suivante, lorsqu'il faut prendre la fuite. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment faire des repérages de zones pour y vivre, identifier où il peut y avoir de l'eau et enterrer sous terre de la nourriture déshydratée pour tenir quelques jours. Ensuite, on devient survivaliste. Donc dans mes vidéos sur la collapsologie, je vous parle de la fin de notre monde industriel tel que nous le connaissons et vous allez vite faire la relation. Les survivalistes envisagent de nombreuses causes à cette fin du monde. Il y a quelques années, ces situations pouvaient être peu probables mais qui aujourd'hui vont être certaines. Par exemple, vous avez des catastrophes écologiques comme un volcan qui explose, des tsunamis, des inondations et le réchauffement climatique avec des montées des eaux au niveau des mers et des déplacements massifs de population organisés par le Nouvel Ordre Mondial, pour information, pour coloniser l'Europe. Et il faut prendre en compte ce détail si vous voulez sur la côte. Et il faut prendre en compte aussi la pandémie mondiale avec des zones de contagion qu'il faudra fuir. Déferlement de zombies à cause du vaccin du Covid-19 ou Covid-21, on ne sait jamais, dû à une mutation du vaccin face à l'activation de la 5G, et il faudra se réfugier dans les hauteurs car les zombies ne marchent pas dans les terrains escarpés. C'est ce que l'on peut lire dans la littérature survivaliste. Il y a également l'attaque extraterrestre, avec la venue d'un faux messie venu du ciel, avec de l'holographie militaire, du nouvel ordre mondial, qui veut nous faire croire. Ou d'autres scènes, s'ils ont été capables de détruire les 2 tours jumelles le 11 septembre, ils sont capables de tout. Les survivalistes se préparent à ces événements en fonction de leurs moyens financiers, en stockant des armes, des munitions, des masques à gaz, de la nourriture, de l'eau, de la couverture, etc. Certains vont jusqu'à construire des bunkers pour s'abriter et stocker tout ça. La notion des armes est importante, pas uniquement pour se défendre, mais aussi pour chasser. C'est la raison pour laquelle je vous invite à former des groupes, déjà pour planter des arbres fruitiers dans vos zones de repérage, où vous irez fuir, pour avoir des fruits entre le printemps, l'été et l'automne, et penser à stocker des graines pour faire un potager lors de votre nouvelle vie là-bas. Si vous me demandez quelle est la différence entre un survivaliste et maintenant un survivant. Donc le survivaliste, c'est la personne formée qui a stocké non seulement des connaissances et du matériel, mais un savoir-faire indispensable que je commenterai dans une autre vidéo. Le survivaliste vit simplement comme le bushcraft. Les survivalistes, je le considère comme des personnes intelligentes, tandis que les survivants sont juste des chanceux dans une roulette de casino avec peu de chances de tirer le bon numéro. Donc les survivants sont des personnes qui ont eu une bonne étoile, sans connaissance ni préparation, dans laquelle peu de personnes survivent. Donc le survivant est l'un des rares qui survit mais ne vit pas. Il faut savoir faire la différence entre vivre dans les bois et survivre. Il ne faut pas confondre les survivalistes et leurs cousins bushcraft, qu'on pourrait traduire le bushcraft par l'art de bivouaquer dans les bois. Il annonce une envie de retour à la nature et de se réapproprier certains plaisirs simples, comme faire cuire son repas sur un feu, ramasser de quoi manger dans la nature, des baies, des racines, des fruits, des champignons, chasser, pêcher, trouver de l'eau et de la rendre potable, mais aussi de construire un abri en bois, plus ou moins temporaire, voire une table ou une chaise.
Il faut faire la nuance que les survivalistes et les bushcraft vivent en pleine nature pour des raisons différentes. Le survivaliste, c'est pour des raisons d'urgence qu'il faut fuir et se réfugier pour survivre, tandis que le bushcraft, c'est plutôt une philosophie de vie en pleine nature pendant ses vacances et week-ends. Donc je vous invite à tous de planter des arbres fruitiers dans la nature et car dans les prochaines années, en cas de fuite, vous aurez de quoi manger durant 6 mois de l'année et stocker le reste, comme je l'indique dans mon livre. Mais également, vous pourrez déshydrater. Je vous invite à voir comment fabriquer un déshydrateur dans une autre vidéo. Donc je vais vous présenter dans la prochaine vidéo mon concept de survivaliste écologique qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous expliquer. Donc j'invite aux préparationnistes, survivalistes ou bushcraft de prendre contact avec moi pour nous parler de leur expérience et exposer aux gens qui ne connaissent rien à cela de découvrir ces modes de vie qui, j'espère, feront de nombreux adeptes. Sur le lien ci-dessous, vous avez mon formulaire de contact. S'il y a des personnes qui veulent participer à ma chaîne pour m'aider à faire des montages vidéo ou des traductions de l'anglais vers l'espagnol ou de l'anglais vers le français ou de l'espagnol vers le français ou vice versa, ou bien participer à la rédaction de fiches, vous êtes les bienvenus et vous me direz ce que vous avez envie en échange. Donc je vous offre mon manuel de préparationniste que vous avez ici. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Réveillez-vous et agissez!